Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. À l'occasion de la réélection de M. Emmanuel Macron comme président de la France, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau l'ambassadeur de France en Haïti, M. Fabrice Moriès, pour quelques commentaires. Auront aussi à intervenir d'abord Amos François, qui est politiste. Il est actuellement en Suisse. Et puis le politologue Joseph Harold Pierre aura également à intervenir à la rubrique Le Point pour réagir ou encore pour quelques questions à l'ambassadeur qui, lui, de son côté, est à Delma 52. On l'accueille avec plaisir. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Très, très content de pouvoir vous accueillir ce matin. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que vous participez à cette émission. C'était tout de suite après, c'était quelques jours après l'invasion russe en Ukraine que vous étiez venu à Métropole pour participer à la rubrique Le Point. Bonjour et merci de votre disponibilité. Bonjour à vous et merci encore de m'avoir invité pour pouvoir commenter et interagir avec nos camarades sur le résultat des élections présidentielles françaises hier. Vous avez prévu ces résultats-là? Vous avez prévu la deuxième victoire ou la seconde victoire de Emmanuel Macron? Je crois qu'il n'y a pas de... mon avis ou mon pronostic n'ont rien à voir ou ne sont que de peu d'importance en l'occurrence. Ce que je voudrais souligner à titre de première réaction, c'est que une nouvelle fois, le système institutionnel français a parfaitement fonctionné. Il y avait, au terme du résultat du premier tour, deux candidats en lice qui représentaient deux options politiques extrêmement différentes. Il y a eu un débat qui a eu lieu, télévisé, qui a été très suivi. Et les programmes des deux candidats ont été présentés, expliqués, défendus par leurs partisans, et le peuple a tranché hier de manière très nette et sans aucune ambiguïté. Et le perdant, en l'occurrence la perdante, a reconnu immédiatement sa défaite et a félicité le gagnant. On parle de vote barrage anti-Le Pen. Oui, c'est une des composantes de ce vote, et je crois que ce n'est pas d'ailleurs le président lui-même. Le président Macron hier lui-même, dans son intervention au Champ de Mars, l'a indiqué. A indiqué qu'il y avait effectivement une composante importante du vote qui était un vote non pas en faveur de son programme, mais par rejet du programme de son opposante. Et je crois qu'il a indiqué que ce vote l'obligeait. C'est-à-dire, en fait, cela signifie donc qu'il en tiendra compte par la suite dans le déroulement de son deuxième quinquennat. Mais je crois que ce qu'il faut retenir vraiment de ce vote, de ce scrutin, c'est pas seulement le résultat d'hier, c'est aussi le résultat du premier tour, c'est aussi le taux d'abstention, c'est aussi le taux de vote blanc et nul qui a été important, un peu moins important qu'il y a 5 ans, mais quand même important. Et je crois que ce sont des questions qui seront évoquées par nos amis qui voudront intervenir sur tel ou tel aspect du scrutin, parce que c'est un scrutin qui est riche de signification. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce dont il faut se féliciter d'abord, c'est tout simplement que le système démocratique français, le système institutionnel, le système mis en place par les institutions de la Ve République en 1958, a une nouvelle fois parfaitement fonctionné, et que le peuple français a été appelé à se prononcer, il s'est prononcé, et tous les acteurs de ce scrutin ont accepté ce verdict. Même si on parle de candidats anti-politiques, anti-système. Oui, bien sûr, on parle toujours de candidats anti-système lorsque certains candidats ont dans leur programme la volonté de
ou en tout cas le projet de modifier certains aspects de la Constitution. Et c'est le cas de certains candidats, pas de tous, mais effectivement, il y a une volonté, ce serait inutile de le cacher, il y a une volonté protestataire dans un certain nombre une composante protestataire dans un certain nombre de bulletins qui ont été déposés hier dans les urnes. Pas seulement qu'hier, hein, également il y a 15 jours. Et donc cette volonté protestataire, il faut en tenir compte naturellement pour l'avenir. Bien évidemment, je crois que tout le monde a remarqué hier que le vote de Marine Le Pen avait atteint des niveaux qui étaient inédits dans l'histoire de la Ve République pour un candidat qui se réclame de cette famille politique. Est-ce que cela signifie que l'extrême droite en France est aussi puissante que ce score Mais au moins, ça traduit une montée de l'extrême droite. Le vote. Ça traduit, bien sûr, ça traduit une montée de l'extrême droite, et on l'a déjà pu le voir lors du premier tour, puisque Marine Le Pen avait augmenté son score par rapport à son score de 2017, d'environ 2 points. Et donc, il y a effectivement une augmentation. Mais j'observe aussi qu'il y a eu une augmentation d'un certain nombre d'autres candidats, à commencer par le président sortant, qui avait lui augmenté son score par rapport au premier tour de 2017 de 4 points. Et donc, ce qui s'est passé lors de ce scrutin, en tout cas, on n'a pas eu l'occasion de se voir après le premier tour, mais je reviens brièvement sur cet aspect-là, c'est qu'il y a eu un réflexe de vote utile aussi, et qui a joué à plein sur 3 candidats. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est surtout que le système politique français se structure désormais, parce que ça fait 2 scrutins que cela se produit, et que cela s'est accentué avec ce scrutin, se structure autour de 3 grands pôles. Un pôle centriste, un pôle, centriste et pro-européen, et puis de chaque côté de ce pôle, un pôle à droite conservateur, plutôt méfiant à l'égard de l'Union européenne, plutôt qui met l'accent sur l'immigration et sur la sécurité, et puis un pôle à gauche, qui est un pôle aussi qui a sa composante protestataire et tribunicienne, mais qui insiste, lui, sur les inégalités sociales et l'écologie. En tout cas, il y a des observateurs qui pensent que Marine Le Pen, qui est aujourd'hui dans la cinquantaine, a encore la chance de se voir élire, en fait, d'être élu lors d'un prochain scrutin présidentiel. Vous savez, là je commente les élections de 2022. Je crois que c'est un peu tôt pour commenter les élections de 2027. Oui. Marine Le Pen avait annoncé... Non, si l'extrême droite continue de monter à ce rythme-là, oui, il se peut qu'elle ait sa chance la prochaine fois. Oui et non, parce que... on ne sait pas encore. Personne ne peut savoir ce qui va se passer pendant ces 5 prochaines années sur le plan politique en France. Moi, ce que j'observe, c'est que la progression de la droite radicale en France n'est pas un phénomène isolé en Europe ou en Amérique. Dans toutes les démocraties du monde, nous observons une montée des forces politiques qui se réclament de cette famille politique. Je vais pas citer tous les pays, mais enfin, vous les avez tous en tête, et ils sont très nombreux. Il n'y a pas de raison, a priori, que la France fasse exception à cette tendance. C'est une tendance lourde qui frappe un certain nombre de démocraties. On a parlé de crise des classes moyennes, on a parlé de crise de la mondialisation, d'angoisse à l'égard d'un certain nombre de manifestations de la mondialisation, et cela se traduit naturellement dans les urnes. Donc c'est aux responsables politiques de ces différents pays de tenir compte de ces angoisses, de cette méfiance, pour faire en sorte que les réponses qui sont apportées, les réponses politiques qui sont apportées à ces angoisses et à ces méfiances soient de nature démocratique. Allons donc regarder et écouter un extrait de l'intervention du président Macron. C'était hier. Il a parlé pendant une dizaine de minutes, et c'est rare qu'un président français s'exprime de façon si brève
après sa victoire. On va voir, nous invitons le public de Métropole à écouter pendant quelques minutes un extrait de l'intervention du président Macron, tout de suite après la proclamation de sa victoire comme président. Et pour une partie du discours du président français, élu pour un second mandat, votre première réaction, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, ma première réaction est dans le prolongement de ce que je vous indiquais tout à l'heure. D'abord, première réaction, vous avez entendu le président réélu, en reconnaissant qu'il y avait un certain nombre de votes qui se sont exprimés hier, qui avaient été moins des votes d'adhésion à sa personne que des votes de rejet de la candidate à laquelle il était opposé, en disant que ce vote l'obligeait. Donc il en tiendra compte dans le prochain quinquennat. Et puis je voudrais revenir aussi sur la dernière phrase qu'il a prononcée. Au moment où il a évoqué les électeurs de son opposante, il y a un certain nombre de sifflements qui ont été entendus dans l'audience, et il a tout de suite interrompu en disant « Ne sifflez personne, parce que dès aujourd'hui, je suis le candidat, je suis le président de tous les Français. » Il n'est plus candidat, il est président de tous les Français. Et il a demandé à ses partisans de ne pas siffler les électeurs de Madame Le Pen. Je crois que c'est un message d'unité, d'union, de concorde, qui fait honneur à notre devise nationale, dont on oublie trop souvent qu'il y a le mot fraternité à la fin de cette devise. C'est ça. Monsieur l'ambassadeur, vous allez patienter un instant, le temps d'accueillir Amos François qui est en Suisse. Amos François qui est un jeune politiste et qui, comme vous, a suivi le déroulement des élections, mais il est haïtien. Amos François, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Et l'ambassadeur vous entend très bien aussi. Absolument. Super. Bon, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ce moment de partage. Et j'ai écouté votre début d'intervention avec beaucoup d'intérêt et vous avez soulevé pas mal d'éléments qui m'interpellent. Lorsque vous avez évoqué aussi la situation des institutions sous la 5e République en France, et je pense que c'est, pour moi, vous avez raison, mais vous avez aussi soulevé des points que je voulais rebondir très rapidement afin de poser mes deux questions très rapidement. Et on voit que les chiffres sont là, sont factuels. Plus de 3 millions de bulletins ont été comptabilisés comme nuls ou blanc, et puis le taux d'abstention aussi en hausse 28%. Donc pour moi, en tant que politiste, ça révèle quelque chose. Ça traduit quelque chose. Et ça traduit quelque chose. Premièrement, est-ce que c'est une crise démocratique, parce que l'élection joue un rôle très important dans une démocratie? Est-ce que ça exprime aussi une sorte de rejet du politique, en fait? Oui, vous avez évoqué tout à l'heure, M. Wendel, du anti-système. Est-ce que cette montée de ce phénomène-là, faut-il réinventer la démocratie? Je pense aussi à Rosan Vallon travaille, donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce point-là. Et ça vous évoque quoi, M. l'ambassadeur? Un malaise démocratique, et la démocratie française est remise en cause à un certain niveau, selon vous? Merci beaucoup pour la question. C'est une question vaste que vous me posez. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour répondre disons, de manière globale à la situation que vous soulevez. Effectivement, vous l'avez dit, l'abstention et les votes nuls et blancs représentent une partie importante du corps électoral français. Environ 17 millions de personnes, si on additionne tous les chiffres. 14 millions d'abstention, 3 millions de blancs ou nuls. Ça fait effectivement beaucoup de monde. Ça fait presque, en tout, pas tout à fait, un petit peu moins, mais ça fait presque autant que de bulletins qui ont été déposés hier dans l'urne au nom d'Emmanuel Macron. Donc c'est une question effectivement qu'il faut se poser. Là aussi, je crois que la France n'est pas isolée sur ce plan. Il y a
il y a beaucoup de démocraties qui se caractérisent aujourd'hui par des taux d'abstention qui sont tendanciellement plus forts au fil des scrutins. Je crois que ça traduit aussi cette désaffection croissante, qui n'est quand même pas non plus majoritaire, parce qu'il y a quand même 70% des Français, hier, plus de 70% des Français qui se sont déplacés à l'urne, alors que le vote, comme vous le savez, n'est pas obligatoire. Et donc, cette désaffection croissante, évidemment, elle interpelle, elle interroge, et elle oblige les responsables politiques à trouver les moyens de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut en conclure que la démocratie française est en danger ? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui se sont déroulés ces dernières semaines et ces derniers mois qui montrent au contraire que le système démocratique français continue à fonctionner et à fonctionner de manière évidemment pas parfaite. Aucun système institutionnel ne l'est, mais qui est satisfaisante. Vous savez, vous êtes politiste, vous savez que la démocratie, c'est plusieurs composantes. Il y a la composante participative, il y a la composante représentative, il y a la composante aussi libérale de cette démocratie. Et ces trois composantes forment un tout qui permet de dire qu'une société est démocratique ou pas. Il y a très certainement, dans les volets participatifs de la démocratie française, il y a certainement des choses à améliorer. Il y a même des choses à reprendre. Il y a probablement des sources d'inspiration à avoir dans d'autres parties du monde. Je pense en particulier à l'Amérique latine, où la démocratie participative est extrêmement forte, où il y a des sociétés civiles qui sont extrêmement actives et qui compensent, au contraire, par leur action, leur vivacité, leur créativité, les failles de la démocratie représentative. Donc je crois qu'il y a aussi des choses à apprendre de l'autre pour faire en sorte que la démocratie française puisse continuer à être active, vive et puisse représenter authentiquement l'ensemble des Français. Donc je crois que ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes, mais je n'en tirerai pas de conclusion alarmiste. Et Amos François, vous avez une deuxième question, rapidement? Oui, juste rapidement. Donc, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ces éléments de réponse et aussi qui peuvent nourrir aussi d'autres questionnements, comme on n'a pas le temps. Donc, et brièvement, pour terminer, c'est, selon vous, dans cette situation-là, bien sûr, la démocratie française n'est pas en danger, donc je ne le prononce pas non plus, mais c'est que ça révèle quelque chose, comme je vous ai dit. Donc, et dans ce cas, quel est le rôle, la place, justement, les partis politiques? Parce qu'il y a certains qui parlent de la décomposition des partis politiques, justement les clivages entre droite et gauche, c'est quasiment un power, en fait. Et qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que, en tant qu'institutionnellement, pour remédier à ces situations, quel est le rôle, justement, des partis politiques, justement, en France, et pas seulement en France. La France n'est pas un cas particulier, c'est un constat global où on assiste à une sorte de désintéressement, justement, des citoyens et citoyennes, justement, aux politiques. Est-ce que les gens s'engagent? Et de moins en moins, mais non, mais à ce moment-là, on croit comprendre la question, Amos François, puisqu'on doit aller vite. Ok, là, super. Donc, ça veut dire que c'est ça. Est-ce que l'on devra, à l'avenir, assister à la disparition des partis politiques, d'autant qu'il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés à des partis. Le rôle, justement, le rôle justement des partis politiques dans tout ça. Dans tout ça. Ouais, alors vous avez parfaitement raison de souligner qu'il y a des partis politiques en France qui traversent une grave crise, et en particulier les deux partis politiques qui les plus importants. Les plus importants, plus aujourd'hui, mais en tout cas les deux partis politiques qui depuis entre 1958 et 2012 se sont partagés de manière alternée le pouvoir en France. Je veux parler du pôle progressiste autour du Parti socialiste, et puis de l'autre, le pôle, disons, libéral-gaulliste, qui s'est structuré autour successivement du RPR, de l'UMP et aujourd'hui des Républicains.
Ces deux pôles, ces deux partis politiques, qui étaient des authentiques partis politiques, structurés avec des élus locaux, avec des relais, avec des organes de communication, parfois même avec des journaux, ces deux partis sont gravement, évidemment, sont en crise. Le Parti socialiste depuis 2017, et cela a été confirmé avec la dernière élection, et puis maintenant les Républicains avec un score historiquement bas. Est-ce que ça veut dire que les partis politiques en France disparaissent ? Moi, je ne le dirais pas. Je ne me hasarderai pas à tirer ce type de conclusion. D'abord parce qu'il y a des partis politiques qui se portent très bien, merci pour eux, aujourd'hui en France. Le Rassemblement national est un parti politique, qu'on le veuille ou non. C'est un parti politique structuré, présent, avec des élus locaux, avec des organes de communication et avec une forte discipline et sous l'autorité d'un chef. En l'occurrence d'une chef. Il y a également le parti de la République En Marche. Est-ce que c'est un parti politique ? C'est à lui de nous le dire. On le verra dans quelques semaines avec les législatives dont on n'a pas parlé, mais qui a des conséquences intéressantes, enfin des aspects intéressants à évoquer. Et puis à gauche, il y a évidemment une restructuration qui est en cours, qui va être probablement très compliquée parce que la gauche aujourd'hui est très fragmentée. Elle est fragmentée non seulement sur le plan partisan, mais surtout sur le plan idéologique. Et c'est ça le problème de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle est programmatiquement divisée. Donc moi je ne dirais pas que les partis politiques sont en train de disparaître. Je pense qu'il y a une recomposition autour d'autres partis politiques, d'autres mouvements politiques qui sont en train de représenter tant bien que mal et avec les processus habituels dans ce champ-là. Merci, monsieur l'ambassadeur. Pardon. Merci. Vous avez raison de m'interrompre. C'est ça, merci, monsieur l'ambassadeur. Amos François est jeune politiste. Vous êtes en Suisse actuellement. Merci d'avoir consacré un petit temps à Métropole pour poser des questions à l'ambassadeur de France qui est avec nous. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, monsieur François. Merci. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur. Au revoir. Au revoir. On va observer la pause et au retour, Joseph Harold-Pierre sera avec nous. Lui, il est politologue. Il sera avec nous pour nous poser quelques petites questions. Il est déjà là. Et d'abord, laissez-moi voir si je peux au moins le saluer. Professeur Pierre, vous êtes là? Bonjour. Bonjour, monsieur Théodore, je suis là. Merci de l'invitation. Merci. Je profite de saluer à monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité. Vous allez souffrir un instant. Je sais que votre temps est très précieux aujourd'hui. Et là, je crois que vous intervenez à partir de l'hôtel Marriott. En fait, mon intervention, c'est en ligne, mais je dois être là pour l'ouverture de l'événement. C'est ça. Merci. À tout de suite, on observe la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt et on observe la pause. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Je rappelle notre invité sur le plateau, l'ambassadeur de France, monsieur Fabrice Moriès, qui réagit à la réélection du président français Emmanuel Macron hier. On a eu Amos François qui intervenait de la Suisse étant. Et pour le moment, comme on l'a dit, on va accueillir le professeur Joseph Harold-Pierre. Professeur Pierre, bonjour. Rebonjour. Bonjour, monsieur Théodore. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je salue encore monsieur l'ambassadeur et prêt à lui poser quelques questions. Oui. Et d'abord, vous avez suivi l'intervention de Amos François. Vous avez entendu la réponse de l'ambassadeur. Auriez-vous à suggérer ou à ajouter quelque chose? En fait, je dirais le doute ou l'inquiétude que j'ai par rapport à la réponse de l'ambassadeur, c'est le fait qu'il a dit que les partis politiques en France se renforcent. Oui, ils se renforcent, mais il y a une contradiction parce que le rôle des partis politiques, c'est exactement la consolidation de la démocratie. Or, tel que la façon dont les partis se renforcent actuellement en France, c'est un signe de l'affaiblissement de la démocratie en France, ou bien sûr dans tous les pays développés, ce qu'on appelle l'antipolitique. Mais ma question,
c'est à quel niveau ces partis politiques, par exemple, les Insoumis, ou du moins le Rassemblement national, à quel niveau ces partis politiques qui se renforcent peuvent consolider ou aider au renforcement de la démocratie en France? C'est justement ça ma première question. Monsieur l'ambassadeur. Oui, je crois que c'est une question légitime, c'est une question qui tourne autour de la notion de parti anti-système ou de parti intrasystème. Il y a effectivement des composantes anti-système dans certains nombres de partis politiques aujourd'hui en France qui se renforcent. Ou plus exactement, les partis qui se renforcent ont des composantes anti-système dans leur programme. Donc effectivement, il y a ce risque que vous évoquez et que je ne sous-estime pas. Je crois que la scène politique française, elle est comme toutes les scènes politiques au monde, elle est dynamique et dialectique. Et donc, le fait que ces partis anti-système se renforcent, en tout cas tels que vous pouvez les percevoir, aussi renforce les partis dans le système. Et des partis qui ont une réflexion qui s'exerce à l'intérieur du système institutionnel, qui est celui qui est aujourd'hui en France. Et je crois qu'il faut aussi prolonger, approfondir un peu la question. Parce que quand vous dites que un certain nombre de partis politiques en France ont des visées contestataires, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une autre politique? Et ça, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Il est normal que dans un système démocratique, des partis politiques incarnent des options politiques qui sont différentes et divergentes. Tant mieux, parce que ça permet de prendre en compte la diversité des options politiques, des opinions politiques du corps électoral. En revanche, là où effectivement c'est plus problématique, c'est quand un certain nombre de partis politiques incarnent des options qui ne sont pas démocratiques. C'est-à-dire je pense que c'est justement ça le problème, parce que si on prend par exemple le parti du Rassemblement national, en fait, ce parti incarne, à mon avis, des valeurs antidémocratiques. Bon, en ce sens, et ce parti ne va pas renforcer les partis du système, c'est des partis anti-système de par leur nature. Et on a vu qu'avec le renforcement de ces partis, les partis traditionnels, par exemple, le Parti socialiste et les républicains, se sont affaiblis considérablement. Donc, on peut même dire que c'est des partis qui ont pratiquement disparu. Donc, comment on peut penser au parti, le Rassemblement national comme un parti démocratique, et même le parti de Mélenchon, les Insoumis, c'est un parti, à mon avis, trop idéaliste qui est hors du système démocratique. Donc là, ces partis-là ne peuvent pas renforcer la démocratie en France. Bon, là, moi, vous me permettrez de ne pas m'aventurer sur ce terrain, parce que vous avez parfaitement le droit, et parfaitement légitimement le droit de défendre ce point de vue. Moi, je ne m'aventurerai pas sur ce point. Je ne me hasarderai pas à qualifier tel ou tel parti d'antidémocratique. Et je ne me hasarderai pas non plus à proposer cette équivalence entre, d'un côté, la France insoumise et de l'autre côté, le Rassemblement national. Et la preuve en a été d'ailleurs apportée lors de ce scrutin hier, puisque si effectivement il y avait eu, ou si effectivement une majorité de Français avait considéré qu'il y avait équivalence, à ce moment-là, les reports de voix entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et le parti de Madame Le Pen auraient été bien plus importants qu'ils ne l'ont été hier. Or, on s'aperçoit, enfin, on va regarder, il va y avoir des politistes ou des experts électoraux qui vont analyser le scrutin, mais enfin, à l'évidence, les reports de voix ont été relativement faibles. Entre, d'un côté, le parti de Jean-Luc Mélenchon et le parti de Marine Le Pen. Donc, faire ce type d'équivalence n'est pas, je crois, justifié. Et de la même manière que raisonner en termes de coalition des extrêmes. Je crois que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver, en tout cas en France. En revanche, effectivement, je partage votre point de vue quand vous indiquez qu'il y a en France
des pulsions qui sont antidémocratiques dans un certain nombre de parties du corps électoral. On l'a vu lors du dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président Macron a mentionné dans son intervention des crises exceptionnelles. Et dans ces crises exceptionnelles, bien sûr, il y a évidemment la crise des gilets jaunes qui avait une composante antidémocratique. Il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas le dissimuler. Donc je crois que je partage ce point de vue. Il y a effectivement des pulsions antidémocratiques. Après, la question qui se pose, et qu'un politiste comme vous se pose, j'en suis certain, c'est comment prendre en compte ces pulsions antidémocratiques. Est-ce qu'il vaut mieux qu'elles s'exercent à l'intérieur de partis démocratiques qui disciplinent et qui canalisent ces pulsions, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elles s'expriment en dehors de ces partis? Ça, c'est une question importante. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais je la garde pour moi. Maintenant, place à la deuxième question, si vous en avez, professeur. Exactement, je vais passer à la deuxième question. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas d'équivalence entre les Insoumis et le Rassemblement national, sinon que ces deux partis sont motivés par la même tendance antipolitique. Maintenant, la question qui m'importe, c'est les causes de l'antipolitique ou les causes de l'émergence des partis antisystème. On a vu par exemple que Mme Le Pen s'est renforcée au fil des ans dans les urnes, parce qu'en 2012, c'était 17%, 2017, 21%, et 2023, et 2022, 23% au premier tour. Maintenant, l'antipolitique ou les partis antisystèmes émergent à cause de quoi? À cause du grand déficit démocratique qu'expérimentent les grandes démocraties, la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Maintenant, et ce déficit démocratique, c'est autre chose que les politiques, les gouvernements n'ont pas la capacité d'honorer leurs promesses. Donc ça, il y a aussi d'autres facteurs, le fait que la politique est devenue de plus en plus complexe. En France, et on a vu pas mal de manifestations antidémocratiques, anti-système, que même le président Macron a reconnu. En France, d'après vous, qu'est-ce que le gouvernement peut avoir comme politique pour, quelque part, désamorcer les tendances antipolitiques? Autrement dit, quelles sont les politiques que le gouvernement peut mettre en œuvre pour réduire considérablement le déficit démocratique? Merci, monsieur l'ambassadeur. Il y a deux aspects dans votre question. Vous avez parlé de déficit démocratique et je partage jusqu'à un certain point cette analyse. Vous vous souvenez d'ailleurs, puisque vous êtes un observateur très attentif de la vie politique française, vous vous souvenez d'ailleurs que l'une des composantes du programme d'Emmanuel Macron en 2017 était un changement électoral et institutionnel. Il y avait dans son programme la volonté de tenter de remédier à ce déficit démocratique dont vous parlez et dont l'émergence des partis, disons, extrêmes sont une des manifestations, de remédier donc à ce déficit en faisant un certain nombre de propositions de changements électoraux, par exemple par l'introduction de la représentation proportionnelle, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017, et dans un certain nombre de changements, de révisions constitutionnelles qui permettraient de démocratiser encore plus les institutions de la Ve République, qui ont, à certains égards, des composantes, disons, je dirais pas autoritaires, mais en tout cas des composantes qui ne sont pas complètement en ligne avec ce qui est aujourd'hui espéré d'une société plus diverse et plus fluide. Donc ces deux éléments sont toujours là parce que pour des raisons diverses, il n'a pas été possible de les mettre en place lors du premier quinquennat. Et je crois que dans le deuxième quinquennat du président Macron, on verra si ces différentes propositions seront mises en œuvre. Mais je crois qu'il n'y a pas seulement de déficit démocratique qui est la cause de ces différentes manifestations politiques. Quand on regarde, que c'est la cause. oui. Que c'est la cause.
majeur, c'est sûr qu'il y a bien sûr. C'est la complexité de la politique. Oui, c'est possible. Quand on regarde l'électorat de Marine Le Pen, quand on regarde l'électorat du Rassemblement national, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le critère fondamental qui permet de distinguer l'électorat du Rassemblement national de l'électorat de La République En Marche, par exemple, ou de l'électorat Les Républicains, c'est le niveau de revenu. C'est le niveau de revenu. C'est l'appartenance à une certaine catégorie socio-professionnelle. En d'autres termes, plus on a des revenus modestes, plus on est précarisé, plus on vote pour Rassemblement national. Si on ajoute à ça l'autre critère qui est le critère de la densification de population, il y a eu des études très poussées, des sociologiques qui ont été faites sur ce plan, plus on vit dans un environnement qui est peu dense en termes de population, plus on vote également pour le Rassemblement national. Pourquoi? Parce que les liens sociaux, les liens économiques, les liens de mobilité aussi, l'importance de la voiture, on l'avait vu lors de la crise des Gilets jaunes, qui était une crise qui avait été déclenchée à l'origine par les moyens de mobilité, vous vous souvenez, les ronds-points, deviennent plus importants et déterminants dans les comportements électoraux. Donc il n'y a pas seulement un aspect politique et institutionnel et démocratique, il y a également un aspect économique, un aspect, disons, de subsistance dont il faut tenir compte, un accroissement des inégalités sociales qui touche toutes les démocraties, et pas que les démocraties d'ailleurs, et qui est dû à des phénomènes qui sont extrêmement lourds, qui sont liés à une mondialisation qui n'a peut-être pas apporté pour tous les bienfaits qui avaient été espérés et qui ont un impact très fort sur un certain nombre de démocraties européennes. Professeur Joseph Harold-Pierre, merci. Non, je vais vous remercier d'avoir accepté d'intervenir à cette émission aujourd'hui. Apparemment, vous avez souhaité placer un dernier mot, mais vraiment, si c'est le cas, vous le faites, vous placez le mot rapidement pour nous. Merci. Non, seulement remercier monsieur l'ambassadeur pour la réponse. En fait, je suis totalement d'accord. Les facteurs qui expliquent l'antipolitique, il y a la complexité de la politique, il y a le déficit démocratique, il y a le niveau économique, il y a aussi l'éducation, et aussi l'ouverture des citoyens au monde en général. Quand on vit dans une communauté renfermée, on a tendance à supporter des partis anti-système. Donc, c'est pas seulement en France, mais c'est aussi fait aux États-Unis, c'est aussi à démontrer au Royaume-Uni. Donc, c'est les caractéristiques générales. Donc, je vous remercie pour cette réponse et je suis totalement d'accord. Merci. Merci, professeur Joseph Harold-Pierre. Merci infiniment d'avoir accepté. Merci, professeur. Et bon séminaire. Allez, passez une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Alors, on revient à Delma 52, monsieur l'ambassadeur. D'abord, pour parler des possibilités de parallèle entre ce qui se passe en Haïti et ce qui se passe dans votre pays. On dira quoi? Entre ce qui se passe en Haïti et ce qui se passe dans mon pays. Écoutez, non, moi je ne ferai pas de parallèle. Je ne ferai pas de parallèle que certains pourraient interpréter comme comme un aspect d'honneur de leçon. Moi, je ne veux pas donner de leçons, je ne veux pas tirer de conclusions et de faire de parallèles. Moi, je vous dis simplement une chose. Nous avons, la semaine dernière, entre les deux tours des élections, la diplomatie française a organisé une réunion internationale qui faisait suite à la réunion qui avait été organisée par les Américains et les Canadiens ces derniers mois. Et nous avons fait cette réunion pour maintenir Haïti en haut de l'agenda international. Et nous l'avons fait avec succès parce qu'il y a eu plus de partenaires qui sont intervenus lors de cette réunion que lors des dernières réunions. Et le message qui a voulu être donné lors de cette réunion, c'est de dire tout simplement aux Haïtiens que malgré les difficultés que nous observons actuellement en Europe, les difficultés très graves qu'il y existe aujourd'hui en Europe pour la sécurité du continent européen, je veux parler de la crise ukrainienne, la crise haïtienne reste une crise majeure sur laquelle nous continuons à être mobilisés et sur laquelle nous continuons à déployer des ressources politiques et budgétaires. Donc voilà, je voulais rassurer vos auditeurs
sur le degré de mobilisation qui reste élevé en Europe et en Amérique sur la crise haïtienne. Et nous continuons à regarder ça de très très près et nous continuons à appeler tous les acteurs de cette crise à faire preuve de responsabilité et à trouver les moyens d'un accord qui permettrait d'aller vers ce que nous avons connu hier en France, c'est-à-dire des élections démocratiques qui permettront de trancher. Les élections qui restent la priorité de la communauté internationale. Absolument. Élections et la sécurité. Là, je cite les propos de Brian Nichols des États-Unis d'Amérique, et la France entend aller dans le même sens. Et là, on ne peut pas espérer une autre politique vis-à-vis d'Haïti, de la part de la France, avec ce vote pour la continuité qui a été effectué hier par les Français. Non, là, de ce point de vue, il y aura continuité de notre politique à l'égard d'Haïti. Vous avez mentionné la question de la sécurité. Il y a une dialectique entre la question de la sécurité et la question des élections. On ne peut pas faire d'élections fiables et observables internationalement avec le niveau d'insécurité que nous avons aujourd'hui, bien évidemment. Mais pour régler le problème de la sécurité, il faut trouver une solution politique qui passe par les élections. Donc c'est cette tension entre les deux objectifs qu'il faut surmonter. Et on ne peut le surmonter qu'en faisant les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner la priorité à un aspect plutôt que l'autre. Il faut avancer des deux côtés. Et c'est ça le message que nous voulons donner à tous les acteurs de la situation haïtienne aujourd'hui. Maintenant, la coopération va continuer entre la France et Haïti. Là, je vais parler de relations, de coopération bilatérale. Oui, la coopération va augmenter, la coopération va continuer, bien sûr. Elle va être renforcée, elle va être surtout réorientée. Là, je ne parle que de la France. Nous allons réorienter notre coopération. Nous sommes en train de réorienter notre coopération pour faire en sorte de mettre l'accent sur les questions sécuritaires. Nous continuerons à le faire, renforcer notre coopération sécuritaire avec la police nationale haïtienne. Nous le faisons en étroite coordination avec les partenaires qui sont actifs sur ce sujet. Je veux parler entre autres des États-Unis, du Canada, peut-être d'autres. Et nous espérons effectivement que d'autres vont nous rejoindre. Ça, c'est la priorité. La priorité de notre coopération, c'est maintenant la sécurité. Sécurité de nos agents, sécurité de nos enceintes diplomatiques et sécurité de nos ressortissants. Et d'une manière plus globale, sécurité des citoyens haïtiens par l'intermédiaire de la PNH avec lequel nous renforçons notre coopération. Ça ne veut pas dire que nous laissons de côté, que nous laissons tomber les autres aspects de notre coopération en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de formation. Tout ça va continuer. Je vois la ministre de la Culture cet après-midi pour refaire le point sur notre coopération culturelle avec Haïti. On a beaucoup de projets qui sont en cours, beaucoup de projets que nous avons en tête. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est la priorité sécuritaire. Voilà. C'est vers ça que nous consacrons à laquelle nous consacrons l'attention, disons, prioritaire. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous suivent, tant en Haïti qu'à l'étranger. Et vous pouvez nous faire un petit rappel sur les autres priorités du second mandat d'Emmanuel Macron? Les autres, écoutez, ça c'est à lui de définir, et de raffiner les priorités qu'il a déjà indiquées dans sa campagne. Il a beaucoup mis l'accent sur les aspects économiques et sociaux, et notamment sur la réforme de l'État-providence français, notamment la réforme des retraites, qui n'avait pas pu être faite lors du premier quinquennat. Nous venons d'en parler des aspects institutionnels, des aspects politiques, avec un certain nombre de réformes qui avaient été annoncées en 2017 et qui n'ont pas pu être faites. Puis il y a les aspects internationaux qui vont continuer à dominer la vie politique française. Actuellement, c'est le problème essentiel. C'est la crise ukrainienne qui est loin d'être terminée, et qui évidemment domine toutes les autres questions à la fois domestiques et internationales. Est-ce que vous pensez que le contexte
économique et social lui est favorable? Le contexte économique et social, il est toujours un contexte de rebond à la suite de la crise Covid. Et c'est un rebond qui s'est traduit par une augmentation du taux de croissance de l'économie française et de l'économie de la zone euro d'une manière générale, et par une diminution très forte du taux de chômage. Parce que, comme vous le savez, c'est d'ailleurs l'un des aspects qui avait été mis en valeur lors du débat entre les deux candidats. Mercredi dernier, le taux de chômage aujourd'hui en France est à son plus bas niveau depuis probablement depuis 1980, depuis 40 ans. Donc les choses vont mieux sur le terrain de l'emploi. Et vous avez peut-être remarqué aussi que dans la campagne, la question du chômage, qui était il y a encore quelques années au premier rang des priorités des Français dans les campagnes électorales, était devenue le 6e ou la 7e priorité. Et la priorité aujourd'hui en France, c'est le pouvoir d'achat, c'est la montée des prix, l'inflation, qui est due à deux facteurs. D'abord le rebond consécutif à la crise Covid, qui fait qu'il y a un surcroît de demande internationale, et ce qui fait monter les prix. Et puis la crise ukrainienne, qui raréfie un certain nombre de produits, notamment des produits alimentaires, et qui donc fait également monter les prix de ces produits de première nécessité. Il est vrai que c'est une tradition, mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a vu le message de félicitations de Vladimir Poutine à votre président Emmanuel Macron. Haïti a félicité aussi par le truchement du Premier ministre, il a félicité Emmanuel Macron, l'Allemagne l'a fait aussi. Ça traduit quoi? Alors d'abord, les félicitations de Poutine à Macron. D'abord, laissez-moi commencer avec les félicitations du Premier ministre Henri. Je les remercie immédiatement. Il a félicité le président Macron à 3h15 hier, c'est-à-dire 1h15 après la proclamation des résultats. Et je remercie... C'est comme s'il attendait la proclamation des résultats. Je crois c'est un observateur attentif de la vie politique, française. C'est un pays avec lequel il a beaucoup, et ce n'est pas pour vous déplaire. Il a beaucoup d'attaches, et je l'en remercie. Donc merci beaucoup au Premier ministre pour ses félicitations. En ce qui concerne les félicitations du président Poutine, je crois que il ne faut pas surinterpréter ces félicitations, c'est tradition. Il ne faut pas parler de féliciter un président. Il ne faut pas parler d'hypocrisie non plus. Moi, je ne fais jamais de procès d'intention. Jamais. Malgré le contexte de crise. Je dis simplement que c'est la tradition de féliciter un président élu d'une nation avec laquelle on a des relations multiséculaires, qui datent de plusieurs siècles. Oui, voilà. Même si on est en guerre. On n'est pas en guerre avec la Russie. Non. La France n'est pas en guerre avec la Russie. Mais la France ne supporte pas l'intervention russe en Ukraine. Non, bien évidemment. Mais le président Macron a gardé le contact avec le président Poutine, précisément pour lui dire que nous étions en désaccord avec l'agression russe en Ukraine, et pour trouver des moyens de mettre fin au conflit le plus rapidement possible. Il n'y a aucun secret là-dedans, il n'y a aucune hypocrisie, ni d'un côté ni de l'autre. Et le fait d'être en désaccord n'interdit pas de continuer à se parler. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour commenter ce qui s'est passé dans votre pays. Les élections, la victoire, la deuxième victoire ou la seconde victoire d'Emmanuel Macron, l'un des plus jeunes présidents français. Merci de votre disponibilité. Merci aussi aux intervenants, Harold Pierre et Amos François. Merci pour les conseils prodigués aux responsables haïtiens. Merci de nous dire que que votre pays va continuer à soutenir Haïti. Et comme les autres pays de la communauté internationale, la France estime que la résolution de la crise haïtienne passe par la sécurité et les élections. J'ai pas apporté de conseils aux acteurs politiques haïtiens. Je me garderais bien d'avoir cette attitude de surplomb à leur égard. Je leur ai simplement dit quelle était la position de la France à l'égard d'une crise dans laquelle les responsables haïtiens nous ont appelés pour les aider à la surmonter. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Et encore merci pour m'avoir invité. C'est toujours un plaisir
d'être ici dans les studios de Radio Métropole et d'être interviewé par vous, Monsieur Théodore. Je vous en prie, Monsieur l'ambassadeur. Allez, passez une bonne semaine, bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous, évidemment. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.